dans la loi qui a créé le décret-loi, nonobstant la répartition des matières. C'est-à-dire que si on a dévolu en 1935 au pouvoir exécutif une matière qui est aujourd'hui réglementaire, donc on va dire la délégation ne sert à rien, elle est superfétatoire, eh bien non, il faut une loi pour modifier le décret-loi qui porte une matière réglementaire. Ici encore, parce qu'il est touché à la structure même du pouvoir dans l'État, à la continuité de l'État, le juge refuse de laisser un rôle quelconque au temps. Et puis il y a les hypothèses où c'est la technique juridique, c'est le deuxième point de cette seconde partie, c'est la technique juridique, enfin, une certaine interprétation de cette technique qui conduit à nier les effets du temps en remontant le cours de celui-ci. D'abord, la résurrection, ça commence bien, la résurrection des actes antérieurs après abrogation ou annulation. En effet, on ne peut pas faire comme si ce qui a été n'avait jamais été. C'est pourquoi le juge et l'administration ont le pouvoir de revenir en arrière comme une machine à remonter le temps. Tout d'abord, toutes les fois qu'il est procédé à l'abrogation d'un acte qui a remplacé un précédent, l'abrogation fait revivre automatiquement l'acte précédent. Et d'ailleurs, dans une faculté où on connaît bien le droit constitutionnel italien et pour cause, ça a soulevé cette règle, qui est la même en droit administratif italien, ça a soulevé des questions terribles. Lorsque la République est arrivée après la chute de Mussolini et qu'on s'est mis à abroger les actes du fascisme, on n'a pas fait une drôle de tête le jour où il a fallu annuler certains de ces actes parce qu'ils étaient irréguliers, etc. Et on a remis en vigueur les actes du fascisme. Ça sentait la quadrature du cercle. Mais bon, c'est enfin. Il n'en va pas ainsi que dans l'unique cas où l'acte abrogé n'avait pas de prédécesseur. Mais dans ce cas, c'est le but juridique. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend un acte administratif rétroactif. Nécessairement rétroactif. Sinon, il n'y a plus rien. L'administration n'a plus de base légale. La situation est semblable dans le cas d'un retrait rétroactif. Car le retrait rétroactif provoque la remise en vigueur de l'acte remplacé et forcément à titre rétroactif. Ensuite, les annulations, je l'ai dit d'un mot, je vous avais promis de développer un peu plus. Les annulations prononcées sur recours pour excès de pouvoir, vous le savez, ont normalement un effet rétroactif. L'acte est anéanti pour le passé. Puis le Conseil d'État s'est dit que la solution Rodière, célèbre décision du 26 décembre 1925, conclusion de K.M. Salvador, que cette solution était un peu brutale pour le moment. Et il a donc décidé en 2004 de s'octroyer un pouvoir de modulation sur demande des intéressés. Lorsque, faisant la balance entre avantages et inconvénients, on considère que l'application de Rodière serait trop dure, trop lourde de conséquences, et donc on va l'assouplir par une modulation dans le temps, soit une modulation d'ailleurs des effets, soit une modulation de la date de départ des effets, etc. etc. Mais, mesdames, messieurs, ne vous y trompez pas. Aujourd'hui encore, le principe, c'est Rodière. Assez n'est que l'exception. Un, il faut le demander, si on ne demande pas, on ne l'a pas. Et deux, il faut démontrer que l'application de Rodière, de la rétroactivité, serait excessive, lourde, etc. etc. Et vous avez, tous les mois pratiquement, des arrêts où le Conseil d'État refuse la modulation. Bien évidemment, ne dites pas une seule minute que assez a remplacé Rodière. Le principe, c'est bien la rétroactivité, sauf si. Mais, là encore, c'est la négation du temps. Il faut vraiment que les inconvénients soient très élevés pour que... Enfin, si l'on prend le cas, parce que c'est le plus spectaculaire, et c'est celui où ça se rencontre le plus fréquemment, le cas du droit de l'urbanisme.
avec la célèbre jurisprudence Gépro-Palatine. On l'appelle comme ça parce qu'un arrêt de principe, c'est l'arrêt Société Gépro, l'autre association des amis de Saint-Palais-sur-Mer. Alors Jean-Bernard Roby, fusionnant les deux, a dit que c'est la jurisprudence Gépro-Palatine. Alors que dit cette jurisprudence Société Gépro, qui était rendue aux conclusions de Christian Bougourou, qui d'ailleurs déjà, dans ses conclusions, disait attention, ici on a un vrai problème. C'est juridicité contre sécurité juridique. On donne la juridicité, capote la sécurité juridique. Où on fait la sécurité, alors il n'y a plus de code d'urbanisme. Hein? Toutes les violations sont bonnes à garder. Donc on voit bien que le juge fait. Et l'annulation d'un poste puis d'un plan d'urbanisme remet en vigueur le précédent. L'article 121.8 du Code de l'urbanisme déclare l'annulation d'un plan d'urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur. Ce qui n'est pas sans poser quelques redoutables difficultés lorsqu'on prend un plan d'urbanisme précisément parce que le précédent est illégal. Donc quand on annule le plan d'urbanisme bis, on remet en vigueur le plan d'urbanisme A qui est aussi illégal. Alors le Conseil d'État dit règlement national d'urbanisme. Un appui à l'heure des villes, il faut quelque chose, etc. Bon. On a même eu les marnes à un moment donné. Mais bon. Deuxième élément, mais là c'est donc la technique juridique qui impose cette solution, la rétroactivité de la loi, et spécialement de la loi de finances. En effet, il y a dans le Code civil, vous le savez, un article 2 qui dit que la loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est clair. Vous allez me dire, oui monsieur, mais ça n'est que le Code civil. Oui, je pourrais vous répondre, mais c'est le Code civil. Bon. La loi des lois. Le Conseil constitutionnel, pour des raisons obscures, de génétique, peut-être, j'en sais rien, a horreur du Code civil. Il ne supporte pas le Code civil, et il l'a dit d'ailleurs dans le mariage pour tous, il ne peut pas y avoir, vous l'avez entendu, vous l'avez lu, de principe fondamental reconnu par la loi de la République dans le Code civil. Ça me paraît extravagant. Je crois que le Conseil constitutionnel aurait intérêt à reprendre ses calendriers. En réalité, c'est parce que principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ça ne serait que la République. Et que le Code civil n'est pas très républicain. Sauf que le Conseil constitutionnel se plante 2 fois. Pas une, 2. C'est beaucoup trop pour un organisme de charge. Hein? Ça peut souffrir la fin de l'entraide. C'est pas très grave. Première erreur. L'Empire a été proclamé en mai 1804. Le Code civil est promulgué le 30 avril 1804. Je vous le concède, 5 minutes avant. Mais 5 minutes avant. Et le consulat, c'est l'Empire. C'est une république. Et l'Empire, camarades, c'est pas une république? Alors, qu'est-ce que je fais de l'article 1er du Senatus Consulte du 28 prairial de l'an 12, qui crée l'Empire, qui commence par ces mots: la France est une république. Une république, vous avez bien entendu, qui se donne librement pour ça son empereur. Alors, moi, je veux bien que vous me disiez, attendez, monsieur, écoutez, c'est une république à l'article 4.2. Elle s'appelle république. D'accord. Mais alors, vous me permettez de dire ça de toutes les constitutions qui s'appellent république. La 5e, la 4e, la 3e, la 2e bis, et même la 21e. Si je dis que le fait qu'une constitution s'appelle république ne confère pas la qualité républicaine, j'en crois. Mais bon. Enfin, donc il n'aime pas l'article du Code civil, et donc il a décidé que toute loi en France peut être rétroactive, sauf certaines variétés de loi pénale. Le Conseil d'État n'est pas d'accord avec ça du tout. Chaque fois il renvoie une QPC, chaque fois il se fait renvoyer dans les cordes de la QPC, mais chaque fois il renvoie la question. Alors que le Conseil d'État, lui, applique strictement l'article 2 du Code civil, les actes administratifs ne peuvent pas avoir d'effet rétroactif. Vous connaissez les arrêts du Délisieux, naturellement Société durant l'Aurore, mais le premier était plus Délisieux avant l'Aurore. Sauf que le Conseil d'État, une un peu mais, considère que lorsqu'une loi est elle-même rétroactive, l'acte administratif pris en exécution et pour l'application de cette loi est forcément lui-même rétroactif pour des raisons, des techniques qu'on peut comprendre. Le Conseil constitutionnel va plus loin. Il admet que la loi peut porter atteinte
au contrat en cours. En cours. C'est-à-dire que les co-contractants se retrouvent avec des dispositions contractuelles qu'ils ont voulues, mais qui ne peuvent plus être appliquées. Et le dernier exemple est fourni par une décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 2015, décision Madame Michel C, sur la 2014 441, 442, 443, à propos de la récupération des charges locatives relatives aux énergies de réseau, où contre l'avis du Conseil d'État, évidemment, je montre l'importance, c'est tous les organismes d'HLM de France qui sont approchés, parce que la loi a prévu que parmi les charges locatives récupérables par le propriétaire, il y a les charges de chauffage. Mais pour favoriser les énergies renouvelables, on a décidé tout à craque que ne seraient plus récupérables sur les locataires les charges de chauffage, lorsque le chauffage n'est pas un chauffage écologique. C'est-à-dire, donc, ni le gaz, ni l'électricité, ni le fuel ne peuvent être récupérés. Vous imaginez que les organismes d'HLM, ça fait des centaines de milliers de logements, ils disent mais c'est pas possible qu'on porte atteinte au contrat que nous avons conclu. Parce que nous, quand nous avons fixé les loyers, nous avons fixé en fonction de la récupération. Donc si ça ne rentre plus, ça déséquilibre le compte. Réponse du Conseil constitutionnel, il n'y a rien à voir, puisque la liberté contractuelle, c'est le droit de contracter. Vous n'avez pas empêché de signer les baux. Oui, mais ils sont défigurés, c'est pas mon problème. Donc là, on voit bien que le plus discutable est évidemment le cas des lois de finances. Je discutais tout à l'heure, en revenant du restaurant. En France, on considère que la loi de finances, le régime fiscal applicable à une situation, c'est le fait générateur de l'impôt. Et que le fait générateur de l'impôt, vous pourriez croire que le fait que vous vendiez votre maison aujourd'hui, c'est le fait générateur de l'impôt que vous allez payer sur la... Non, c'est le vote de la loi de finances. Donc, vote qui a lieu dans les 15 derniers jours du mois de décembre, classiquement. Imaginons que le 21 décembre 2015, le Parlement modifie le taux d'une imposition, que vous paierez en 2016, mais sur les actes de 2015, l'entrepreneur, vous, moi, c'est un peu particulier, qui auront pris des décisions entre le 1er janvier 2015 et le 21 décembre. Autrement dit, 99% des décisions juridiques imposables. Nous l'avions fait en considération de ce qu'était, au moment de l'acte, de ce qu'était la taxation applicable. Et patatras, vous apprenez le 21 décembre que l'année prochaine, ben vous paierez 10%, 4%, 8% de plus. Parce que vraiment, en général, ça ne baisse pas les impôts. Ça monte. Parce que vous avez vu d'ailleurs, le gouvernement a des ennuis parce qu'on voulait envoyer aux gens qui paieront moins d'impôts cette année à cause de la suppression de la 35%. Alors, allez lire ça sur les gazelles, c'est cocasse. Donc le gouvernement avait dit, je vais accompagner la loi des feuilles d'impôt avec un truc, voilà ce que vous auriez payé, et voilà ce que vous paierez. Donc vous paierez moins que l'année passée. Etc. Ils ont eu peur, évidemment, c'est quand même 9 millions de foyers, ils ont eu peur qu'il y ait des erreurs. Et que s'il y a des erreurs, les gens vont dire, vous voyez, l'année de paiement, en fait, ne paye plus. Alors il a dit, non, il ne faut pas mettre ça. Alors après, on dit, mais si on mettait un truc indicatif, qui est indicatif, ça n'intéresse personne. Alors maintenant, ils ont mis un truc, c'est jouissif en diable, c'est génial. Alors on dit, voilà, vous allez, vous payez moins d'impôts, à ceux qui paieront moins d'impôts, vous payez moins d'impôts, vous pouvez vérifier en allant sur le site, impôts.gouv.fr, WZ, hein. Et là, alors vous allez voir l'application, c'est infaisable. Moi, je suis professeur de droit fiscal. Non, mais bon. Et donc, on voit là aussi que c'est très important en matière fiscale, parce que le juge administratif donne toujours raison à l'interprétation maximaliste par l'administration fiscale de la règle de rétroactivité. Pourquoi? C'est du caillon. Et le flou, ça intéresse même l'État. C'est curieux, hein? Et là, l'insécurité juridique, elle est maximum, au profit de la légalité stricte. Enfin, et pour en terminer, on dit toujours ça quand on arrive à la fin, parce que l'impatience gagne l'auditoire, et donc, ah ça y est, là. Troisième point, le temps du droit administratif aligné sur le temps des hommes, l'acceptation du temps. Acceptation qu'on peut vérifier aussi bien
concernant l'action de l'administration que l'action de la justice administrative. En effet, concernant l'administration, on s'aperçoit que celle-ci doit décider, qu'elle doit agir dans des délais assez rapides afin de répondre adéquatement aux exigences à satisfaire. Vous le savez depuis longtemps, une intervention hospitalière trop tardive, une mesure de police trop lente à venir, bref, toutes les inerties administratives dommageables engagent la responsabilité sur le fondement de la faute, car c'est une faute que d'agir trop lentement. Et cette idée, sans être très récente, n'en est pas moins moderne dans son esprit. Et la règle nouvelle qui est entrée en vigueur le 12 novembre dernier, selon laquelle le silence vaut acceptation, sauf, il y a beaucoup de sauf, elle n'a pas d'autre but que de provoquer l'accélération du processus de décision administrative. Attention, papa cucu, si vous ne répondez pas, ça veut dire que vous aurez dit oui. Et après, en présence d'une décision favorable, un peu difficile de la retirer, de l'abroger. Donc il ne suffit plus aujourd'hui de dire qu'on agit incontestablement dans un souci d'intérêt général. Encore faut-il, pour que cette action d'intérêt général soit vraiment dite régulière, qu'elle revête un certain nombre de qualités, efficacité, adéquation et surtout ponctualité, respect du temps. De là aussi, vous le savez, le développement de la e-administration, comme on dit, avec sa dématérialisation des pièces, des documents, le recours massif à l'intranet et à l'Internet. J'ai assisté d'ailleurs il y a quelques semaines à la conférence des commissaires enquêteurs de la PACA, qui avait lieu dans les Alpes de Haute-Provence, et sur la dématérialisation des enquêtes publiques. Ça va être un vrai chamboulement, ça aussi, permettre à celui qui enquête sur le port de Toulon, je suis américain, je viens à Toulon une fois tous les 4 ans, mais je peux par Internet participer à l'enquête. Ça va modifier la donne. Ça ne sera plus un regard que local pour l'essentiel, mais un regard général, etc. Et reconnaissons que ça a évidemment un effet d'accélération de l'action administrative. Chaque fois que j'écris à l'administration fiscale pour demander un renseignement, dire quelque chose, etc., j'ai une réponse dans les 48 heures, 3 jours au maximum. C'est d'abord un envoi, on a bien reçu, on va traiter, et dans 3 jours maximum, j'ai une réponse. J'ai pris mon bâton de pèlerin, que je me lève tôt, au-dessus de mes portes, que je présente en temps utile, je tire le papier, je fais la queue, j'écoute la misère immonde, c'est pas mal, comme morceau d'anthologie, mais n'étant pas Balzac, c'est pas l'entendu. Quant à la justice administrative et le temps, la question de la lenteur du juge a décidé, faisait déjà le délice de Jean Rivero lorsqu'en 1962, dans les colonnes du Daloge, il écrivit sa célèbre chronique sur le Huron au Palais Royal. Réflexion naïve sur le recours pour exécutoire. Et 5 ans plus tard, en 1967, Charles Debache, dans le même recueil, dans une chronique intitulée Déclin du contentieux administratif, disait attention, vous n'allez pas assez vite. Et à force d'être lent, vous n'allez plus intéresser personne. C'est la même idée. C'est en effet que pendant longtemps, la justice administrative a été proverbialement lente. Et elle était lente d'ailleurs pour des raisons pratiques, matérielles et culturelles. Pas assez de magistrats, pas assez de moyens matériels, ça c'est sûr, mais aussi une manière de rédiger les décisions. Le juge administratif fait de la rédaction. Les décisions sont en général bien laissées, construites grammaticalement. Si vous lisez les décisions, je ne les connais pas, connaissant beaucoup de TGI, du TGI de Toulon, c'est pas triste. Bon, faut voir. Les jugements de TGI, on vous dit, mais ils ne sont pas compétents. Bon, donc 40. Non, ou l'analyse de recours. Bon. Et puis, ici, on a entendu, mais comme on l'a dit plus, on n'est pas compétent, raison. Un jury de droit public, il y a un candidat. Donc, le juge administratif a une belle plume, il écrit, il explique les raisons. Il a une conception de l'instruction préparatoire qui est quand même très développée. Et puis, c'est un juge libéral. Quand il donne 30 jours pour répondre, le 30e jour, il n'y a pas de couperet. 6 mois après,
Vous, adversaire, vous dites au délai, vous avez donné 32 jours, ça fait 7 mois maintenant, 7 fois 32 jours. Ah, je bouge, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas méchant, il ne brutalise pas. Donc tout ça fait qu'effectivement, il y a une installation dans la durée qui a pu tourner à son désavantage, ce qui a jeté le discrédit sur une justice qui, déjà qu'elle est accusée de trop favoriser le justiciable public, et on entend souvent dire, notamment que les avocats, en plus, étaient rendus lentement. Il fallait donc réagir vite et fort. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord donné en 80 et 95 le pouvoir d'astreinte et d'injonction, qui n'existait pas. C'est-à-dire que le juge peut, dans la même décision, dire, à la demande du requérant, 1, j'annule, ou il faut faire ceci, 2, je vous indique qu'il faut le faire comme ça, et 3, si dans les 2 mois c'est pas fait, ça vous coûtera tant. On gagne un temps considérable. Autrefois, chacun de ces éléments aurait pu peser un autre recours. D'accord, le juge ne se reconnaissait ni injonction, ni astreinte comme pouvoir. Deuxième élément, on a créé des juridictions nationales spécialisées. La Cour nationale du droit d'asile, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, on en parle peu, mais j'imagine pas être très justif les séances de la commission de la Cour nationale. L'avantage, c'est qu'une fois que la Cour nationale unique pour la France, qu'on appelle unique pour la France a statué, c'est directement la cassation en Conseil d'État. Donc on va, le troisième élément également, c'est la multiplication des cas dans lesquels les décisions sont rendues par un juge statuant seul. Attention, ne dites pas devant un magistrat administratif juge unique. Bam, bam, faites flinguer. Le juge unique, ça veut dire un juge qui ne peut être qu'unique. Le juge des affaires familiales est un juge unique. Le juge d'instruction a longtemps été un juge unique. Le juge de la mise en état est un juge unique. Il y en a un, il n'y en a pas deux. Tandis que le juge statuant seul signifie que dans une affaire donnée, le juge peut statuer seul, mais s'il ne veut pas, il renvoie un collégial. Et il ne constitue jamais une juridiction à lui tout seul. Alors que le juge unique est une juridiction. Le juge statuant seul est un élément de la juridiction. L'exemple le plus spectaculaire de ces derniers mois, c'est l'affaire Lambert, alors que le juge statuant seul, il y a un juge statuant seul, dans ma référé, c'était le président de la section du contentieux ou l'un des 3 présidents adjoints, il peut y avoir que ces 4 personnes qui président le Conseil d'État, ça a été l'Assemblée plénière du Conseil d'État qui a statué en état de référé. Elle a déjà décidé ça dans un arrêt dont je dis le nom, mais c'est de 1957. Le Conseil d'État Assemblée avait statué en état de référé. Et puis, peut-être et surtout, la grande loi du 30 avril 2000 qui a complètement rénové le référé administratif. L'ex-sursis devenu en grande partie référé. Et puis, c'était déjà pareil en droit de l'urbanisme. Le juge est obligé d'épuiser tous les motifs. Alors que vous le savez, jusque-là, c'était le principe de l'économie des moyens. J'invoque 4 moyens devant le juge, il prend le premier et il me dit vous avez raison, c'est fini. Les 3 autres, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Alors moi je suis content, j'ai gagné. Mais mon adversaire aurait aimé savoir si, en plus de l'incompétence ou de l'huile de forme, c'était vrai que j'avais raison au fond. Parce que je risque, effectivement, moi je suis maire de la commune, or je n'étais pas compétent parce qu'il fallait tel truc, très bien, mais je reprendrai la même décision en respectant la forme. Je voudrais savoir si c'est le fond qui est atteint ou pas. Donc là, il est obligé d'épuiser tous les moyens et de passer outre à l'économie des moyens. La réforme gigantesque, c'est la révolution en matière de forme. La loi du 17 mai 2011, à laquelle on a prêté attention, puis l'arrêt d'Antony, le 23 décembre 2011, l'arrêt d'Assemblée, normalement, il a gagné. Aujourd'hui, il faut prouver, vu de forme substantielle, pas substantielle, c'est fini, c'est mort. Bon, il faut prouver d'abord qu'il y a vu de forme. Ensuite, il faut établir que ce vice de forme a eu incontestablement une incidence sur la décision qui en est résultée. Et 3, qu'il a eu pour effet, parce qu'il ne suffit pas qu'il ait une incidence, il faut encore qu'il soit tel ce vice, car indépendamment d'être vice, il faut qu'il soit tel qu'il ait nécessairement entraîné l'illégalité. C'est beaucoup plus difficile d'invoquer le vice de forme. Et c'est vrai que pour un juriste, le vice de forme, bon, pour un avocat peut-être, mais pour un juriste, on est mal à l'aise. Bon, d'accord, il n'a pas respecté le Coran, vous connaissez la règle. Il y a une commission de 10 membres. La décision est prise par 7 voix contre 2. Parce qu'il n'y en a que 9 qui sont venus, et le 10e viendra se plaindre qu'il n'a pas reçu la convoque. Alors vous dites, attendez, il leur
reçu la convocation, il aurait été contre, ça fait 7 contre 3. Mais ça, c'est du bon sens. Ça ne marche pas. Donc on avait dit, vues de forme substantielle. Pourquoi? Parce que s'il était venu, il aurait peut-être dit des choses qui auraient renversé la majorité. C'est tard, si ma tante, c'est tard. Et donc, là, on est quand même revenu à des choses plus... La jurisprudence, parce que là, ce sont les textes qui ont décidé. Mais la jurisprudence a apporté sa pierre à l'édifice. Ça me l'arrêt Magira sur le délai raisonnable, la procédure. Quand même un arrêt très, très important. Le dépassement du délai raisonnable engage désormais la responsabilité de la puissance publique. Attention, le délai raisonnable, le délai déraisonnable, si vous voulez, plutôt le caractère non raisonnable du délai, n'entraîne pas la nullité de la décision. Attention, droit à réparation. Parce que peut-être que si le délai avait été respecté, la décision était la même. Faire bien attention à la conséquence. Et puis il y a le fameux développement exponentiel aujourd'hui, que tu as déjà connu dans l'ordre judiciaire, de l'office du juge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire au juge, ok, vous êtes saisi d'un procès, on vous pose 3 questions, évidemment, vous devez répondre à ces 3 questions. Mais vous avez l'obligation de vous poser toutes celles des questions qui ne vous sont pas posées. Et donc, en raison de votre office, c'est-à-dire de la manière dont vous concevez l'exercice de l'art juridictionnel, vous devez quand même vous poser et résoudre. Et on donnera d'exemple, une question m'est posée tout à l'heure, par mes arrêts Tecna, qui est assez spectaculaire à cet égard. Et également, on voit bien que tout ça est fait à la fois pour trier, si vous voulez, aller à l'essentiel, et pour gagner du temps, pour que le juge soit à l'unisson de la société, des attentes de la société en la matière. Donc, pour conclure, nous constatons la variété des figures possibles des rapports du temps et du droit, comme du juge administratif, rapports qui, vous l'avez vu, vont de l'instrumentalisation jusqu'à l'acceptation en passant par la négation. Ainsi, pour en revenir à Lamartine, il n'est pas sûr que du point de vue du droit administratif, l'homme n'est point de port, le temps point de rive, il coule et connaît passion. Je vous remercie. Allez, les questions. Il y a un point par question, c'est ça, vous avez prévu de tout ça? Vous avez préparé 3 questions pour amorcer les questions, un peu comme ça en général. Alors bien sûr, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. J'ai essayé de vous montrer quand même ce grand mouvement qui est assez, merci, qui est assez nouveau dans le droit administratif, c'est-à-dire la prise en considération de plus en plus de l'individu. Alors, ceci dit, je n'ai pas dit, mais vous l'avez compris, que cette subjectivisation du droit administratif est en large partie commandée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est elle qui est derrière et qui titille le juge administratif, parce que c'est un vrai débat. C'est un vrai débat politique. Évidemment, nos hommes politiques ne débattent jamais de ça. Ce sont des vraies questions. C'est en effet ce qui heurte l'administrativiste français. Ce qui fait que le Conseil d'État n'a pas un amour délirant, c'est le moins qu'on peut dire, pour la TVA. C'est que le Conseil d'État a toujours imaginé qu'il y avait un collectif et un individuel, un intérêt général, d'intérêt individuel. Et qu'au fond, le triomphe du droit administratif, c'est d'abord établir les conditions de son acceptabilité par les citoyens et par la société. Il faut que l'administration ait les pouvoirs de gouverner. Il ne faut pas qu'elle apparaisse comme un marteau, un pilon qui tape à l'enclume comme sur les citoyens. Et pour créer ces conditions de l'acceptabilité de l'administration et du juge administratif, le juge administratif tentait de faire la balance. Rappelez-vous, considérant de Blanco, on a commencé par là, des conflits.
Alors que la Cour européenne, et donc en matière de liberté, c'est pareil. La police administrative, c'est un jeu subtil. L'ordre public, l'ordre dans la rue, l'ordre social, le droit de s'exprimer, etc. Et la Cour européenne des droits de l'homme, pour des raisons d'influence britannique, essentiellement, elle met l'accent sur l'individu. Sur l'individu, sur la personne, sur les droits individuels, et presque jamais sur l'intérêt général. C'est pas sa tasse de thé, on va dire. C'est donc qu'il y a une opposition culturelle, frontale, entre la logique, et pas seulement du Conseil d'État français, la Chambre des Lords, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être une juridiction suprême, était dans la même disposition d'esprit. Pourtant, c'est les Anglais. Mais, si vous voulez, il est heurté par le fait que c'est un délitement complet, un effritement de la position un peu sacro-sainte de l'État, de l'intérêt général, et qui, après tout, dans sa tête, cette prééminence de l'État, elle était d'abord prééminence dans l'intérêt des citoyens. C'est pas pour le plaisir du chef du gouvernement, c'est parce que la société avait un intérêt à ça. Et c'est vrai que, pour le dire par exemple pour l'expropriation, on a connu quand même une grosse évolution de la jurisprudence en matière d'expropriation à cause de ce que la Cour européenne nous a contraints à décider ou nous a condamnés éventuellement. Voilà, allez. Allez, jeune Jean, je suis certain que vous avez des questions à poser. Moi, j'ai une question. Alors, pas de deux à lever la main. En fait, est-ce que cette instrumentalisation du temps par le juge administratif est plutôt une spécificité française ou elle est plutôt liée à la nature même de la fonction Alors, il y a deux questions dans votre question. Le rapport du temps et du droit est une question universelle. Il y a même des arrêts de la Cour internationale de justice, même de la CPJ, justement sur cette question. En particulier, comment ça s'appelle, l'enclave de Goa. Sur l'enclave de Goa, c'était une enclave portugaise d'un territoire indien. D'ailleurs, l'arrêt s'appelle droit de passage sur le territoire indien, la CEJ. Et la question est de savoir s'il y avait une coutume en l'espèce. Et la coutume, on le sait, c'est une pratique répétée. Donc, logiquement, il y a plusieurs actes, et donc un certain temps. Et là, il n'y avait qu'un seul acte. Donc, la question, c'est de savoir s'il peut y avoir coutume alors qu'il y a un seul acte. Ou est-ce qu'il faut donner au temps le temps de permettre la constatation. La Cour s'interroge sur cette question. Donc, le rapport du temps et du droit, c'est quelque chose d'universel, ne serait-ce que le remplacement d'une législation par une autre, l'éradication d'un acte qui oblige à revenir en arrière, etc. Ça, c'est classique. La deuxième chose, c'est plus spécifiquement le temps et l'administration. Alors, vous avez raison de me poser la question, parce que probablement que les solutions administratives françaises, auxquelles on peut joindre les Italiennes, les Espagnoles, les Belges, les Allemandes, les Suisses, en grosso modo comparables, ne sont pas celles d'un droit anglo-saxon. Un droit anglo-saxon, le temps et le droit, oui, c'est une question, mais c'est la même qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas une administration. Je te rappelle quand même que, il faut prendre l'exemple de l'expropriation, en France, vous construisez une route, vous arrivez sur le terrain d'un particulier. Il ne veut pas vous le donner, vous l'expropriez à un juste prix, etc. En Angleterre, vous arrêtez la route. J'ai un copain qui est professeur de droit, un coquin, il entend le droit administratif. Je ne sais pas comment il fait. Et donc il m'a amené un jour à la limite de l'Écosse de la Grande-Bretagne, parce qu'en Écosse, non. En Écosse, on n'applique le droit français. Enfin, un modèle qui est identique au droit français. Et donc, un jour, on a fait le circuit des routes inachevées. 12-15 routes nationales, arrêtées. Parce que le propriétaire, etc. Et qu'on n'imagine pas qu'il y ait un intérêt général qui puisse l'emporter sur un individu. Ça n'existe pas. Là, on mesurait évidemment les effets. Mais ça serait plus drastique en réalité. C'est pareil aux États-Unis. Alors, vous aviez posé une question. Oui, en fait, justement, j'ai bien compris dans votre conférence que vous placiez le curseur en fait entre une sorte de subjectivité, une sorte d'objectivité, entre finalement une sorte de stabilité, une sorte de juridicité.
Et ça reprend un petit peu l'antinomie classique, selon moi, entre l'intérêt général et l'impératif de stabilité qui est représenté par le contrôle de l'égalité. Ce qui me gêne en fait dans cette balance, et ce qui me gêne en fait dans le contrôle de l'égalité tel qu'il est fait en France par le juge administratif, c'est que ça a tendance à opposer finalement l'intérêt général à la légalité. Parce qu'on fait un contrôle de l'égalité et on l'oppose à l'intérêt général qui est défendu par l'administration. Alors que normalement, enfin, moi on m'a toujours appris ça, que ce soit dans la formation citoyenne ou dans la formation juridique, on a tendance à dire que la légalité, la loi n'est que l'expression de la volonté générale et que finalement la légalité, ça n'est que l'expression pure de l'intérêt général. Donc ça voudrait dire qu'on opposerait à l'administration titulaire de l'intérêt général une légalité qui est censée finalement représenter l'intérêt général. Donc pourquoi on oppose finalement ces deux choses. La première, pour dire que si vous m'aviez fait faire cette conférence il y a 20 ans, je ne vous aurais probablement pas dit ça. C'est-à-dire que la prise en considération des intérêts particuliers, subjectifs, était considérablement plus faible que dis-je, il y a peut-être même 15 ans. C'est quand même quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas une constante du droit administratif. La deuxième chose, je ne vous ai pas dit qu'il y avait une opposition entre intérêt général et l'égalité. Le juge administratif va d'abord, par la hiérarchie des normes, parce qu'il le concerne, bien sûr, il voit d'abord dans le droit administratif, la hiérarchie appliquée au droit administratif, une garantie à la continuité, à la qualité de l'action de la puissance publique. La puissance publique, elle ne se justifie que parce qu'elle assure l'intérêt général, c'est-à-dire, et ça, il faut bien le comprendre parce que c'est idéologiquement très, très connoté. Les Anglais le diront, depuis Adam Smith, Ricardo Chimaltous et quelques autres, vous diront que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers. Si ça convient à tout le monde, c'est bon. Le système français n'est pas du tout dans ce sens. Il y a un intérêt général qui n'est pas la somme des intérêts particuliers. Parce qu'on considère que les intérêts particuliers ne vont pas à l'unisson, les gens, ils ne s'additionnent pas. Par exemple, exemple classique, l'intérêt du propriétaire est rarement celui de locataire. L'intérêt du propriétaire, c'est de tirer le plus possible d'argent de son bien. L'intérêt du locataire, c'est de payer de ce même bien le même possible d'argent. Bon. Donc on va vous dire, vous voyez, il y a contradiction, pareil entre le producteur et le consommateur, qui a intérêt à un truc de qualité, l'autre a intérêt à rogner sur la qualité pour maximiser son bénéfice. Bon. Et on peut continuer comme ça. C'est une vision très dialectique, si vous voulez, pas marxiste, mais dialectique. Et on se dit que ça, c'est pas possible, parce que c'est la France, c'est la guerre civile, et donc que l'État est l'arbitre suprême, le seul qui soit dans cette espèce de jungle que serait la société sans cela, l'État est arbitre. Donc il a pour lui une légitimité colossale, sans lui, la société n'existerait pas. Ça, c'est extrêmement important. Alors que si vous regardez les libéraux anglais, John Locke, par exemple, je vous dis John Locke, il parle d'un contrat social, on intitule la société, on prend un engagement, le roi s'engage, l'autre s'engage, le contrat est inadmissible, etc. L'État, en outre de surcroît, l'idée qu'un organe serait capable de déceler l'intérêt collectif de l'enfant, non, non. Et ça, c'est un vrai problème idéologique. Donc, le Conseil d'État dit, enfin, le juge de façon générale, et même les administrations, parce qu'ils baignent dans le même univers culturel, disent, mais enfin, nous, on fait du bien. Georges Vedel avait écrit un jour un article dans Le Monde, dont il était l'un des copropriétaires, avait écrit un article qui s'intitule, à propos d'ailleurs du droit administratif et de l'administration, « Mange petit, c'est pour ton bien ». Et il disait que ça, c'est la devise de l'administration française. Il a raison. Dans l'esprit des administrations, mais je le fais pas mal, je fais ce qui doit être fait. Pour vous, pour la collectivité. Et forcément, parce que vous êtes dans la collectivité, je vais rogner sur votre dû personnel, là encore, pour faire les conditions du vivre ensemble, dont s'acceptent les uns les autres. Les formules de Montaigne, que l'on se frotte sans trop s'abîmer. Les gens se frottent sans trop s'abîmer, c'est ça en fait. Et ça met en jeu le fait que notre droit administratif, pendant longtemps, n'a pas
n'a pas vu l'administré comme autre chose que le destinataire des normes, des règles, des machins. Vous savez, si je compare le droit administratif que j'ai appris, celui que j'enseigne, ou les éléments que je viens de donner, vertigineux, les actes n'avaient pas à être motivés. L'administration n'a pas eu à motiver qu'en 1979. Les fichiers informatiques, n'en parlons pas. L'arrêt d'âme Trompier-Gravier, c'est 1944. C'est dans l'ancien, mais c'est pas avant Jésus-Christ, c'est 1944. Dame Lamotte, c'est 1950. Et on sortait de quoi? La guerre. Hein. Vous avez compris que les spoliations et compagnie, on avait jusque là. Mais en réalité, l'individu a fait éruption relativement tard dans l'analyse par le juge administratif des réalités. Vous savez, je cite souvent à mes étudiants en histoire des idées politiques, c'est l'une de mes spécialités, en histoire des idées politiques, une phrase de Bossuet. Bossuet est en controverse avec le pasteur Jurieu, qui représente les protestants, sur l'étendue du pouvoir royal et sur la légitimité. Et il a cette formule extraordinaire: le pouvoir légitime, c'est celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour que ses actes soient valides. Il a raison encore quand il a tort. C'est pas un paradoxe. On veut dire que la légitimité signifie l'indiscutabilité. C'est terminé, c'est postulatoire. Bon, oui, peut-être que vous n'êtes pas content, je vous comprends, mais il est légitime. Ciao. Ça, c'est la logique. C'était longtemps la logique du droit administratif. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma thèse sur le pouvoir discrétionnaire de l'administration fiscale. Je vais rencontrer Raymond Audin, qui était le président de la section du contentieux du Conseil d'État, reçu très gentiment, très longuement. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a changé par rapport aux doctorants d'aujourd'hui. À l'époque, quand on faisait des thèses, on rencontrait les grands bonshommes facilement. Aujourd'hui, beaucoup plus compliqué. On n'est plus Louis XIV qu'avant. Et Audin me dit, mais enfin, après avoir parlé pendant 2 heures, il me dit, quand même, je pense que ça devait lui turlupiner dans la tête depuis un moment, mais qu'il n'osait pas me le dire, etc. Il m'a dit, enfin, l'administration fiscale n'a pas de pouvoir discrétionnaire. Elle fait que ce qu'elle peut et ce qu'elle doit. Alors je lui dis, mais regardez, par exemple, en matière de calamité agricole, vous décidez qu'il y a ou qu'il n'y a pas calamité. Vous avez décidé qu'une graine n'était pas calamiteuse, qu'une autre l'était, etc. Manière de dire, etc. Oui, mais bien sûr, c'est subjectif. Ah, vous voulez dire que c'est subjectif? Oui, mais ça part toujours d'un bon sentiment. C'est quand même extraordinaire. Le patron de la juridiction administrative, enfin en tant que sur le contentieux, donc la juridiction, vous dites à la fin des fins quelque chose comme « Attendez, le gentil, le mec, enfin, pas l'embêter ». C'est à peu près ça. Et pour lui, c'était l'argument définitif. C'était évident. Alors, ce qui reste vrai, c'est que la puissance publique aujourd'hui prend, et merci, en gros, la plupart de ces décisions correspondent, sinon objectivement à l'intérêt général, ça c'est difficile, mais elles correspondent à l'idée que la personne se fait de l'intérêt général. Ça, il faut comprendre aussi qu'il y a des visions très différentes. Vous êtes maire d'une commune, vous pouvez-vous estimer dur comme fer qu'il faut une piscine parce que vous êtes sportif, parce que ci, parce que là, et moi, je veux la crèche. Parce que je veux la crèche, toute la crèche, les papas, les mamans, les machins. Bon. Vous n'êtes pas idiote, moi non plus. Et nous avons des visions de l'intérêt général, mais on ne peut pas nous reprocher, si vous voulez, de ne pas avoir en vous l'intérêt général. Ce que vous pourriez reprocher, c'est que l'une des deux solutions n'est pas adéquate. On a mal vu. Ça, c'est autre chose. On ne défend pas un intérêt catégoriel. Et c'est vrai que l'immense majorité des décisions administratives sont des décisions, régulières des bons sens. Les administrateurs, quand ils administrent une faculté, tutelle de droit, on prend des dizaines de décisions. L'immense majorité de ces décisions n'est commandée que par l'intérêt général. On va dire, ah oui, on pourrait faire ça. Enfin, c'est quand même trop bref, les étudiants vont pas avoir le temps. Ah oui, donc on va faire ça. Oui, mais là, ça fait trop long, puis les personnages. Voilà, c'est un fristie, hein, en réalité, de considération. Donc, je ne crois pas qu'il n'y a pas de conflit, pour en revenir à votre question, entre l'intérêt général et la légalité. Ce qui fait aujourd'hui la difficulté, pour la question du temps, mais pas que pour le temps, c'est qu'en effet, le juge administratif reçoit de plus en plus facilement et de plus en plus fort, massivement, les considérations tirées de l'individu. Ça, oui. Regardez, par exemple, Conseil d'État, autrefois, il aurait mis
de balles dans la tête de type, un pédophile, qui est fonctionnaire de son État, mais qui n'a pas un métier en rapport avec des enfants, condamné pour pédophilie, c'est sa prison, il sort de prison, le congé de dit, alors il faut le réintégrer. L'administration m'a fait me rendre compte, etc. Il a payé son truc, autrefois c'est fini. Au revoir, qu'à sa mort, il va ailleurs. Là, on sent qu'on revient quand même, on se met dans la peau de l'individu plus que dans la peau de la société. Ce que je disais tout à l'heure, c'est la fraude. Avant, on nous a dit, mais puisque la fraude, de toute façon, ça entraîne l'illégalité perpétuelle, je n'ai pas respecté la procédure, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, vous allez avoir la même réponse. Eh bien non, ça sera annulé. Manière de dire à l'administration, et donc, vous devez vous expliquer. Vous devez dire pourquoi. C'est la motivation des actes. Moi, je me souviens, j'ai vécu ça presque de plein fouet, en fac, l'assesseur du doyen, motiver les disciples. On va lui refuser un groupe de TD, il faut lui expliquer pourquoi. J'ai vu, les copies d'examen. Heureusement que quand j'étais en dernière année, à un moment donné, on nous a dit qu'il faut motiver les copies d'examen. La question était sur 4, vous ne savez rien, vous avez 0. Donc l'addition, 0 plus 1 plus 1, ça fait 3. Motif, vous avez 3 parce que 3 c'est l'addition de 1 plus 1 plus 1. Le type n'est pas passé avec ça. C'est vrai que ça, c'est une... Et je crois que, curieusement, sur ce point, le juge est en avance sur l'administration. Alors que souvent, c'est l'administration qui formulait des demandes, qui avait des besoins, et qui disait au juge, je veux, ou j'ai besoin. Là, le juge précède l'administration, et aujourd'hui, on a un vrai problème, effectivement, de compréhension ou d'incompréhension par l'administration de ce que veut le juge. Souvent, l'administration dit, mais il me met le bâton dans la roue, il n'a pas envie de me faire travailler, il ferait tout. Aujourd'hui, dans une faculté, par exemple, la dernière chose à faire, c'est à trouver un fraudeur. C'est une catastrophe que vous avez un fraudeur.